Comment bien acheter une voiture d'occasion? La première notion qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la notion de risque. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire acheter une voiture d'occasion, c'est la roulette russe. Et spoil alert, c'est vrai. Sauf qu'avec les bons conseils, vous pouvez notamment réduire considérablement le nombre de balles que vous allez mettre dans le chargeur. Et ça, c'est la grosse différence avec la roulette russe. Je vous montre tout de suite. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 6 étapes comment bien acheter votre voiture d'occasion et ça commence tout de suite avec la première. Pourquoi acheter une voiture d'occasion? La raison pour laquelle vous allez changer de voiture, elle peut être volontaire. C'est-à-dire que vous avez un besoin qui peut être planifié dans le temps, vous pouvez l'anticiper. Ça peut être différentes raisons, vous avez la famille qui s'agrandit, vous avez une voiture qui ne peut plus rentrer en ville par exemple, vous avez des gros frais qui arrivent sur votre voiture actuelle et vous vous demandez si c'est vraiment rentable de la garder, ou tout simplement vous avez envie d'une nouvelle voiture parce que il n'y a pas de raison particulière, vous avez juste envie d'autre chose. Ça se comprend et c'est pour ça que c'est la meilleure des situations parce que vous avez vraiment le temps d'anticiper, de planifier, de bien choisir. Contrairement à quand la raison elle est involontaire, c'est-à-dire que vous avez une panne immobilisante, une panne qui va faire que votre voiture ne va plus marcher, un accident ou toute autre raison qui va faire que vous êtes dans le rush, vous n'avez pas forcément le temps de vous préparer et ça va considérablement réduire votre délai d'action. Il faudra être encore plus pointilleux et vraiment axer votre recherche par ordre de priorité parce que vous n'avez pas le temps. Dans tous les cas, si jamais vous êtes dans une démarche de recherche involontaire, que vous êtes pressé, le vendeur ne doit pas le savoir. C'est vraiment quelque chose à garder pour vous parce que quand il s'agira de négocier le prix, c'est quelque chose qui va pouvoir jouer contre vous. La question à vous poser c'est, est-ce que ça a vraiment un intérêt de changer de voiture? Est-ce qu'en changeant de ma voiture, je vais gagner de l'argent ou est-ce que je vais éviter d'en perdre? C'est une question que vous pouvez vous poser parce que des fois, la meilleure voiture, c'est celle qu'on garde et celle qu'on entretient. Donc c'est quelque chose, une démarche aussi que vous avez à faire. Est-ce que faire l'entretien que je dois faire, ça permettra de prolonger la durée de vie de ma voiture de tant d'années et m'éviter de sortir un billet X que j'aurais pas envie de sortir ou que je pourrais éviter de sortir? C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête avant d'entamer les démarches qui vont suivre. Deuxième étape, posez-vous la question de quelle est la voiture la plus adaptée? Quel est mon besoin? Axez-vous dans un premier temps sur quel type de trajet vous allez faire avec votre voiture. J'entends beaucoup de gens qui disent au-delà de 20 000, 25 000, 30 000 km, puis la notion elle est un peu floue, ça dépend un peu des gens que vous avez en face, il vaut mieux prendre un diesel qu'un essence parce que ça consomme vraiment, etc. Pour moi, c'est faux. La première chose à prendre en compte, c'est le type de trajet que vous faites. Est-ce que vous faites de la ville? Est-ce que vous faites de l'autoroute? De la départementale? Un mix des deux? C'est ça qui va vraiment déterminer quelle va être la motorisation la plus adaptée à votre besoin. Je vous prends un exemple. Vous faites 30 000 km de ville par an. Acheter un diesel, c'est une connerie monumentale. Parce que vous allez avoir une voiture qui va s'encrasser, qui va générer des pannes à répétition. Et ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous aviez eu un essence qui consommera certes un petit peu plus, mais qui sera beaucoup plus adapté sur la longueur. Ou une voiture électrique. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques? Est-ce que par exemple vous avez besoin d'une voiture qui se gare facilement, qui n'est pas trop grande pour aller en ville? Ou est-ce que vous avez besoin de transporter votre famille pour partir en vacances, etc. Est-ce que vous avez besoin d'espace au coffre pour charger des choses? Posez-vous et listez les différents critères qui font que vous allez avoir besoin de tel ou tel type de voiture. Je vous prends un exemple. Dans la vidéo de la Clio Baccara, David il nous disait qu'il partait en vacances à 5 au Portugal dans une Clio. Ça se fait, il n'y a pas de souci. Ça s'est fait, nos parents le faisaient. Il n'y a pas de problème, la voiture elle pourra le faire. En revanche, est-ce que ce sera confortable et adapté à ce que vous voulez en faire? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Si vous voulez partir en vacances avec vos 3 enfants, une Citroën C1, ce sera peut-être pas le véhicule le plus adapté. Elle pourra le faire, mais ce sera peut-être pas quelque chose que vous prendrez plaisir à faire. Et le but, c'est quand vous achetez une voiture, vous soyez content de monter dedans et que ça vous fasse plaisir. Vous verrez, les trajets seront beaucoup mieux après. Qu'est-ce qui vous fait envie? Forcément, vous avez des voitures qui vous font plus envie que d'autres. Donc, axez-vous aussi là-dessus. Qu'est-ce qui me fait envie? Définir ce qui me fait envie, mes besoins. Et après, on va mettre ça en face de l'élément le plus important qu'il faut prendre en compte dès le départ de votre projet, c'est est-ce que j'ai le budget? Est-ce que mon budget est raccord avec mon besoin et mes envies? Et quel type de voiture on va pouvoir mettre en place? Ça va être peut-être l'occasion de continuer dans votre projet ou de reporter votre projet pour économiser un peu plus. Ça dépend de vous.
mais vraiment posez-vous la question de votre budget, ne vous mentez pas et vraiment anticipez vraiment cette question-là. C'est vraiment essentiel et crucial pour avoir un projet d'achat bien ficelé et qui vous fera plaisir à l'issue. Envisagez la revente. Vous souhaitez faire un investissement, c'est tout à fait possible. Vous pouvez acheter une voiture pour investir. Les voitures aujourd'hui, c'est des produits d'investissement qui marchent presque mieux que des maisons. Donc, vous pouvez très bien acheter une voiture et envisager de la revendre dans 1, 2, 3, 4 ans. Que ce soit pour un investissement ou juste pour acheter une voiture et vous dire j'ai pas forcément envie de perdre beaucoup d'argent après. C'est une question qu'il faut se poser. Renseignez-vous, regardez comment évolue le marché pour tel ou tel type de véhicule ou tel véhicule. Et une fois que vous avez fait ça, établissez une shortlist de 3 à 4 modèles grand max sur lesquels vous allez axer vos recherches à fond. Ne mettez pas 10 ou 15 véhicules qui peuvent répondre à votre besoin parce que vous allez perdre votre temps et vous allez presque faire perdre le temps du vendeur ou des gens que vous allez voir. C'est très important. Ne vous éparpillez pas et c'est vraiment le but de cette vidéo de savoir comment structurer sa recherche et derrière aller jusqu'au bout de votre projet. Une fois qu'on a défini son besoin, il va falloir qu'on filtre un peu les annonces. Il y a plein de sites d'annonces automobiles, je ne vais pas tous vous les lister, vous les connaissez tous, et vous allez avoir plein ou peu, selon ce que vous cherchez comme véhicule, d'annonces. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il va falloir filtrer ces annonces en fonction de ce que vous avez besoin et en fonction d'éléments qui vont vous éviter encore une fois de perdre du temps et de faire perdre du temps aux autres. Premier élément, renseignez-vous. Grâce à nos smartphones aujourd'hui, on a accès à Internet dans notre poche. Internet, c'est une immense base de données, surtout quand vous voulez acheter un véhicule, parce que vous allez avoir des retours d'expérience, des éléments qui concernent la fiabilité, des éléments qui concernent les pannes, les choses à vérifier, etc. Vous avez plein de sites qui les proposent. Vous tapez, si vous cherchez par exemple une Clio 3, vous avez juste à taper fiabilité Clio 3 et vous aurez tout un tas de sites qui va vous donner des retours d'expérience, des avis de propriétaires, des essais aussi, qui vont vous permettre déjà d'appréhender un petit peu mieux les modèles que vous avez en tête et savoir déjà quoi éviter. Et ça va vous permettre de filtrer vos annonces et de regarder par rapport à ce qui a marqué dedans, est-ce que les éléments à vérifier, les éléments de faiblesse du véhicule, ils ont été checkés ou pas. Est-ce que ça va être à prévoir? Et ça va vous aider à être beaucoup plus crédible quand vous aurez le vendeur au téléphone. La fameuse question du kilométrage. J'entends beaucoup de gens qui disent il ne faut pas acheter un véhicule au-dessus de 100 000, 200 000, etc. Pour moi, ça ne veut rien dire dans une certaine nuance. La première des choses, c'est qu'effectivement, une voiture qui a 300 000 km, qui a un entretien au top, qui peut être justifié, vous voyez que la voiture marche bien, que tout est ok, qu'elle est bien entretenue, que tous les capteurs, etc. ont été changés, les éléments de caoutchouc, etc. Tout a été changé, tout a été entretenu. Effectivement, c'est un bon point. Et une voiture qui a 300 000 km, en plus d'être généralement moins chère, elle pourra être peut-être plus fiable qu'une voiture qui en a 100 000 et qui n'a pas été entretenue. Ceci dit, je nuance un peu mon propos. À 250 000 km, ou quand les véhicules sont tout simplement vieux, les caoutchoucs ont séché, donc ça veut dire des cylindres blocs à remplacer. Les capteurs sont fatigués, donc ça veut dire des capteurs qui lâchent, potentiellement des pannes immobilisantes. Et soit si vous le faites vous-même, du temps de travail pour vous, sur votre temps libre, ou chez le garagiste, ça va vous coûter des sous. Donc c'est vraiment une notion à prendre en compte. J'ai pas forcément de conseils à vous donner sur les kilométrages, si ce n'est regardez bien l'entretien, c'est ça qui va donner la valeur à votre véhicule. Passez des coups de fil quand c'est possible. Moi, je suis vraiment partisan de la méthode un peu directe, plutôt que les SMS ou les messages, etc. Ça permet déjà d'avoir un premier feeling sur la personne qui est à l'autre bout du fil et qui vend le véhicule, savoir si elle sait ce qu'elle vend, et ça va vous donner beaucoup d'éléments pour la suite. Posez des questions sur les éléments qui ne sont pas dans l'annonce, des éléments qui concernant l'entretien qui pourraient manquer. Demandez des photos si jamais il en manque un petit peu. Notamment, un truc qui est un peu tout bête, mais à prendre en compte. Les extérieurs de la voiture, des photos des quatre coins, une voiture qui est bignée aux quatre coins où les jantes elles sont pourries, ça vous donnera beaucoup d'informations sur comment elle a été traitée par le passé. Et donc potentiellement comment est l'état de l'interne de la voiture. C'est tout bête, mais c'est hyper important à prendre en compte. Faut bien vous dire que si sur la photo, l'intérieur, il a des trucs qui traînent, il est dégueu, que l'extérieur est bigné dans tous les sens, ça reflète comment la voiture a été entretenue, comment la voiture elle a été appréhendée par son propriétaire et potentiellement les emmerdes que vous allez avoir après. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Et si la personne elle veut pas vous envoyer de photos, etc., passez au suivant. Une personne qui veut vraiment vendre sa voiture, elle prend le temps de vous envoyer les éléments dont vous avez besoin. Dernière chose, demandez le rapport Histovec.
On a le site de l'État en France qui vous permet d'avoir accès à quand même beaucoup d'informations sur notamment la périodicité des contrôles techniques, etc. et qui vous permettra déjà de vérifier les kilométrages et d'avoir une première information sur les éléments essentiels de la voiture. Si le propriétaire n'a rien à cacher, c'est gratuit, il pourra vous envoyer le rapport et vous pourrez déjà avoir une belle base d'informations. Vous avez sélectionné quelques annonces, vous allez faire votre premier essai de voiture. Félicitations, c'est un grand moment, c'est un bon moment dans votre projet. Mais la première chose que je vais vous dire, c'est n'achetez pas cette voiture. Ouais, n'achetez pas la première voiture que vous allez voir. Parce que vous n'aurez aucune expérience pour comparer avec les autres voitures du même modèle que vous allez voir. Moi, je vous prends l'exemple. Quand j'ai essayé ma 528i il y a 6 ans, c'était la seule 528i que j'avais essayé, j'en avais jamais essayé d'autres. Et il y a plein de bruits à côté desquels je suis passé parce que je n'avais pas d'expérience pour comparer avec une voiture dans un autre état ou que quelqu'un d'autre vendait. Donc c'est dommage pour ce vendeur parce qu'il va certainement pas vendre sa voiture tout de suite. Ça n'empêchera pas que si effectivement ce que vous voyez après n'est pas top, vous pourrez revenir vers lui, il n'y a aucun problème. Mais mon conseil, n'achetez vraiment pas cette première voiture sans en avoir essayé d'autres. Avant toute chose, demandez les papiers. Demandez à avoir la carte grise, le dernier contrôle technique. C'est des éléments qui sont tout bêtes, mais si déjà ça manque, vous allez perdre du temps et le vendeur il va perdre du temps. Parce que derrière, sans carte grise ou si on n'a pas de contrôle technique, les discussions ne sont pas les mêmes. Ou peut-être que vous avez su à l'avance que la voiture n'avait pas encore son contrôle technique. Dans ce cas, voilà. Mais demandez à avoir au moins la carte grise, comme ça vous êtes sûr que c'est la bonne personne qui vend la bonne voiture et vous ne perdez pas du temps derrière. Mon conseil, vous prenez une lampe type une Petzl, un carton, et là, va falloir un peu donner de sa personne parce qu'il va falloir essayer au maximum de passer sous la voiture. Si vous avez un petit cric, c'est encore mieux. Vous prenez votre cric, vous mettez une petite chandelle, etc. Vous allez voir les dessous de la voiture. Déjà, ça vous donnera beaucoup d'indications sur l'état général de la voiture. Parce que laver une voiture, si le vendeur est un minimum consciencieux, il va le faire. Il va faire l'extérieur, il va faire l'intérieur. Mais derrière, si vous allez voir dessous, vous verrez beaucoup de choses. Des fuites d'huile, des éléments qui pendent, etc. Des éléments qui sont abîmés. C'est un côté qui est en général un peu négligé et qui peut vous en apprendre beaucoup. Donc si vous avez la possibilité, levez la voiture, vous prenez un cric, une chandelle, vous allez voir un peu dessous comment ça se passe. Ou au moins vous prenez un carton, vous vous mettez dessus et vous allez regarder un peu dessous ce que ça donne devant, derrière, sur les côtés. Ensuite vous faites le tour de la voiture, extérieure, vous regardez tout ce qu'il peut y avoir, des pocs, des machins. Regardez les alignements de la carrosserie, les différences de teinte, ça peut vous donner des éléments sur si la voiture a tapé, est-ce qu'elle a été refaite, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont bougé. Bon, après, bien sûr, ça dépend de l'âge de la voiture. Si vous allez voir une voiture qui a 20 ans, vous avez plus de chances d'avoir une voiture qui a été réparée. Et c'est pas forcément mauvais signe, ça a peut-être été bien fait, qu'une voiture récente qui a tapé, etc. Donc, regardez bien tous les extérieurs. Est-ce qu'il y a des feux qui sont fissurés, etc. Des feux des voitures des années 2000 qui commencent à ternir, ça peut traduire aussi que la voiture n'a pas forcément dormi en garage, mais a dormi dehors. Donc, potentiellement des problèmes après, etc. Donc, faites bien le tour de l'extérieur. Avec votre lampe, vous allez regarder, surtout si jamais il fait pas très beau ou c'est le soir ou que vous êtes dans un souterrain. Alors le mieux c'est de demander quand même, si c'est dans un souterrain, de demander à la personne de mettre la voiture dehors pour que vous puissiez la voir à la lumière du jour. Et voilà, et puis avec votre lampe vous faites tout le tour, vous regardez tout, absolument tout. Ensuite vous passez à l'intérieur. Est-ce que l'intérieur est nettoyé? Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce que tout fonctionne? Et j'insiste, testez absolument toutes les fonctionnalités. C'est l'été, vous n'avez pas envie de mettre le chauffage à fond, vous vous en foutez. Vous mettez le chauffage à fond, vous regardez si ça fonctionne. Vous testez la clim, s'il y a des sièges électriques, vous testez les sièges électriques, les sièges chauffants, le toit ouvrant, il faut que tout fonctionne. Vous testez absolument tout. Encore une fois, on n'achète pas une baguette de pain et n'ayez pas peur d'emmerder les gens. Si le vendeur, vous voyez que ça le fait chier, c'est que soit il a des choses à cacher, mais un vendeur qui veut vendre sa voiture, il verra aucun problème à ce que vous testiez tout et à ce que vous ayez absolument tous les éléments en main pour prendre une décision à l'issue. Attention à un petit point, regardez l'état des pneus, avant, arrière. Est-ce qu'ils sont plus usés sur un côté que sur de l'autre? Est-ce que les pneus sont bouffés sur l'extérieur? On peut apprendre énormément sur l'état général de la géométrie d'une voiture en regardant les pneus et comment elle a été conduite. Une traction qui a les pneus qui sont complètement bouffés à l'extérieur avec des bouts de gomme qui pendent, c'est une voiture qui a été conduite de manière un peu vigoureuse, en général, pas à 100% des cas, mais qui peuvent vous en apprendre beaucoup. Et du coup, vous pouvez poser ces questions-là au propriétaire. Pourquoi est-ce que le pneu est bouffé à l'extérieur? Est-ce que vous aviez vu que vous avez le pneu qui était bouffé à l'intérieur? Il y a peut-être une géo à faire, etc. Ça peut vous donner des infos sur comment ça a été conduit et surtout qu'est-ce qu'il y a à prévoir après. Donc potentiellement des arguments pour la négociation. Regardez l'état des jantes, regardez l'état des freins.
Donc les freins, hein, c'est simple, hein. Vous avez juste à regarder l'état du disque, il a un gros bec ou un petit bec, et si la plaquette, s'il y a beaucoup de plaquettes qui restent ou pas. C'est des choses à prendre en compte, c'est pas toujours évident de les voir parce que des fois des jantes qui ne permettent pas de le voir. Mais en tout cas, si vous pouvez les regarder, ça vous donnera aussi des indications sur les futurs frais à faire. Démarrez la voiture, retournez vers le moteur, mettez la tête sous le capot, regardez s'il y a des fuites d'huile, si le moteur est sale, s'il est propre, si vous voyez des traces d'huile, des traces blanches, ça veut dire qu'il y a eu des projections de liquide de refroidissement qui ont séché, donc potentiellement des fuites. Écoutez les choses, écoutez de voir si le moteur il fait des bruits particuliers, des bruits suspects. Est-ce que quand le moteur il tourne, est-ce qu'on a des bruits par exemple dans la cour d'accessoires? Est-ce que les poulies font du bruit? Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut regarder. Et la première des choses, dès que vous ouvrez le capot, avant même de démarrer, faites les niveaux. Faire les niveaux, ça vous permettra aussi de voir dans quelle mesure le propriétaire est consciencieux et si la voiture a été entretenue. C'est la première grande indication, les niveaux. Si vous avez une voiture qui n'avait pas d'huile, pas d'eau ou à qui il manque du liquide de DA, c'est quelque chose qui montre que la voiture n'a pas été suivie. Donc potentiellement que vous allez avoir des frais à faire après ou juste c'est une merguez et fuyez. Et c'est aussi là du coup que c'est important de pouvoir comparer avec l'autre même voiture que vous avez essayé par le passé ou celle que vous essayerez dans le futur pour voir si les bruits vous retrouvez les mêmes ou pas sous le capot. Et c'est ça qui va vous donner de l'expérience pour être crédible dans votre négo et surtout éviter les mauvais coups et vous axer sur une voiture qui va bien et qui va permettre de limiter encore une fois le risque. Le risque c'est vraiment le plus important et c'est ce qui est majeur quand on achète une voiture d'occasion. Laissez le moteur chauffer un petit peu. Sentez, est-ce qu'il y a des odeurs bizarres? Est-ce que ça sent le chaud? Est-ce que ça sent le liquide de refroidissement chaud, l'huile chaude, etc. Ça va traduire aussi potentiellement des fuites que vous ne voyez pas ou qui surviennent dès que le moteur est en route. Donc c'est vraiment des choses à regarder. Vient le moment de partir faire l'essai sur la route. Première des choses, choisissez votre terrain. Je conseille en général de prendre une route qui soit un peu défoncée, un peu abîmée juste pour tester les suspensions. Est-ce que ça fait des clangs, des clings, des clings? Est-ce que vous avez des bruits dans la suspension qui potentiellement vous amener à des réparations plus tard? Et une partie voie rapide autoroute potentiellement à 130 parce que ça va vous permettre de voir comment la voiture se comporte à haute vitesse et s'il y a des vibrations notamment qui sont générées. Il n'y a rien de plus chiant qu'avoir une voiture qui vibre quand on doit partir en vacances et qu'on doit faire 5 heures d'autoroute. Donc anticipez aussi ça. Choisissez pour moi portion vraiment en route un peu fatiguée et autoroute. Ça vous permet vraiment de voir comment ça se comporte et si vous pouvez aussi faire une portion de visite, vous allez pouvoir voir si la voiture elle chauffe ou pas. Voilà. Essayez d'avoir un parcours à peu près éclectique dans votre essai pour pouvoir vraiment regarder toutes les situations de la voiture. Demandez avant toute chose au propriétaire de conduire. Vous allez voir comment il conduit sa voiture, s'il respecte sa voiture ou pas. Bien sûr, le propriétaire, c'est comme au permis de conduire, il pourra faire bien attention quand vous êtes là et faire n'importe quoi quand vous n'êtes pas là. Mais déjà, si vous voyez que le gars, il tape dans la voiture à froid, ça vous donnera des bonnes indications sur le fait que forcément la mécanique n'a pas été très respectée. Ça m'amène au second point. Quand vous prenez le volant, respectez la mécanique. Si la voiture n'est pas encore chaude, ne tapez pas dedans. N'y allez pas comme un bourrin, ne faites peur à personne, vraiment vous respectez la mécanique et la personne qui vend sa voiture, ce n'est pas encore votre voiture. Poussez la voiture un maximum quand vous rentrez sur l'autoroute, c'est hyper important parce que c'est pas en restant à 1000 tours minute que vous allez voir si la voiture elle se comporte bien au régime ou si tout va bien dans la voiture. C'est effectivement en allant la chercher un peu dans ses retranchements que vous allez voir si tout va bien, si à 5000 tours minute ou 4000 si c'est un diesel, le moteur ne broute pas, si vous n'avez pas des soucis, des chutes de puissance, etc. Donc vraiment, poussez-la et prévenez le vendeur en avance. Vous lui dites voilà, je vais faire ci, je vais tester les freins, je vais pousser la voiture pour voir si tout va bien. Et si le vendeur n'a rien à cacher, normalement, il ne vous posera pas de problème. Quand vous êtes sur une route, potentiellement une départementale ou un petit chemin, etc., s'il n'y a personne derrière vous, profitez-en pour tester les freins. Même quand vous roulez à une vitesse un peu plus soutenue, sans planter les freins d'un coup, mais testez, appuyez un peu plus fort sur la pédale pour voir si la voiture elle tire à gauche ou à droite. Ça vous donnera aussi des indications sur l'état de santé des trains roulants, mais aussi des freins. Est-ce qu'on a un frein qui freine plus à droite qu'à gauche? Et encore potentiellement des freins qui pourront arriver. Sur l'autoroute, regardez vraiment si la voiture elle vibre. Si vous avez un régulateur de vitesse, vous la posez au régulateur à la vitesse autorisée et vous soyez vraiment attentif à votre volant. Est-ce que ça vibre dans vos mains? Est-ce que ça vibre ailleurs dans la voiture? C'est vraiment des choses qui sont importantes et qui après vont aussi générer de l'inconfort et des frais. Donc c'est vraiment important d'anticiper ces éléments-là. Ne mettez pas de musique. Demandez au propriétaire de ne pas parler, ou en tout cas vous, évitez de parler avec les autres gens qu'il y a dans la voiture et ne laissez pas du bruit ambiant se créer parce que c'est aussi là que vous allez écouter si tout va bien, s'il n'y a pas de bruit suspect, etc. Donc on évite le bruit, on évite la musique. Ce sera pour après ou pour avant quand vous avez testé la sono, quand vous étiez à l'arrêt dans la voiture.
Si vous le pouvez, allez voir la voiture à plusieurs, à deux dans l'idéal, et mettez votre passager derrière. De derrière, on entend des bruits qui sont parfois différents de ceux de devant, notamment au niveau du train arrière. Moi, je vous prends l'exemple sur la 528i. Quand je l'ai acheté quelques mois plus tard, je suis monté derrière parce que je voulais tester la banquette arrière. Et quand j'étais derrière, j'ai entendu un bruit de roulement de roue arrière qui commençait à se faire, que j'avais jamais entendu en étant devant. Donc ça va aussi vous permettre d'entendre peut-être d'autres choses, votre passager va peut-être entendre d'autres choses, et potentiellement, encore une fois, d'avoir des arguments pour la négociation ou des warnings qui vont vous dire pas cette voiture. Et peut-être la chose la plus importante, ne faites pas confiance. Dans 95% des cas, vous ne connaîtrez pas la personne qui va vous vendre la voiture et vous ne la reverrez jamais. Donc, ne lui faites pas confiance. La personne, elle va pouvoir vous chanter la messe, sauf que le jour où vous avez des emmerdes, vous verrez qu'elle sera plus là. Donc vraiment, ne faites pas confiance et n'hésitez pas à être un emmerdeur dans le sens à demander à voir absolument tout. C'est hyper important et avant de lâcher l'argent pour acheter cette voiture, c'est peut-être la seule fois où vous aurez l'occasion de le faire. Surtout, si à l'issue de l'essai, il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ne le sentez pas, passez à la suivante. Notre instinct, dans ces moments-là, est parfois vraiment la chose la plus importante à laquelle vous pouvez vous raccrocher. Vous le sentez pas, il y a quelque chose qui ne va pas, même si c'est la première fois que vous essayez cette voiture, c'était le moteur de vos rêves, vous êtes hyper emballé, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un petit tic dans votre tête qui dit je vais réfléchir, n'hésitez pas soit à dire bah écoutez, on va pas faire ensemble pour telle raison, ça ne va pas, ou je vais réfléchir, et puis après, vous prenez le temps de vous poser, de redescendre un petit peu de votre nuage, parce que c'est souvent quelque chose qui arrive quand on essaie pour la première fois la voiture dont on a envie, et de relativiser un peu tout ça. Gardez vos idées claires et vous y reviendrez après, beaucoup plus sain d'esprit. La partie qui vous intéresse, j'imagine que c'est la négociation du prix. Négocier tout de suite, négocier en différé, ça dépend, il faut s'adapter à la situation. Encore une fois, si c'est la première voiture que vous voyez, attendez peut-être d'aller en voir d'autres, ou carrément dites au vendeur, j'ai prévu d'aller en voir une ou deux dans la semaine qui arrive, ou demain, ou cet après-midi. Voilà, le vendeur pourra le comprendre, il n'y a pas de souci. Et vraiment ne vous fermez pas de porte par rapport à ça, n'hésitez pas à dire écoutez voilà je fais le point et je reviens vers vous, il n'y a aucun problème à ça. Moi je suis pas partisan personnellement de négocier tout de suite sauf cas exceptionnel. Petit tips, personnellement je déteste les gens qui négocient avant même d'avoir vu la voiture. Pour moi ça c'est pas de la négociation, c'est du marchandage et je vais y venir juste après parce qu'il y a une grosse différence de notion entre les deux. Je dis ça dans 90% des cas parce qu'il y a des moments où les annonces elles sont vraiment abusées, peut-être la voiture me plaît mais le prix est complètement abusé par rapport à ce que je vois, et après avoir eu contact avec le vendeur, peut-être qu'on va pouvoir parler d'éléments etc. concernant le prix si je vois vraiment un gros écart. Mais dans 95% des cas, quand je négocie une voiture ou quand j'achète ou quand je vends une voiture, j'aime bien qu'on parle de prix, qu'on sache de quoi on parle, c'est avec la voiture sous les yeux une fois qu'on l'a essayé, pas avant. Par rapport à ça, je prends souvent un exemple dans la rue. Vous croisez quelqu'un et qui vous demande 500 balles tout de suite. Vous lui avez parlé une minute. Est-ce que vous lui donnez? Oui, non, peut-être. Ou est-ce que vous seriez prêt à demander à quelqu'un 500 balles dans la rue que vous avez connu depuis 2 minutes? Mais les gens qui négocient parfois le prix avant même de voir la bagnole, ou vous mettez une annonce avec un prix, le mec qui vous dit ni bonjour ni au revoir, je vous en propose 4000, alors vous l'avez affiché 6000. Pour moi, perso, ça se fait pas. C'est pas une façon de faire. D'ailleurs, on y vient. La négociation, qu'est-ce que c'est? C'est discuter d'un prix avec des éléments factuels. Pour avoir des éléments factuels, il va falloir que vous soyez renseigné sur le marché, à savoir connaître la valeur du véhicule que vous avez dans le viseur, en fonction des kilométrages, en fonction des finitions, etc. C'est un travail que vous devez faire en amont et qui vous permettra encore une fois d'être crédible et pertinent lors de votre négo et d'accéder au prix que vous voulez pour cette voiture. J'en profite pour faire un petit point sur le marchandage. Le marchandage n'a rien à voir avec la négociation, c'est que le marchandage c'est discuter les prix sans avoir aucun argument de valeur ou aucun argument qui permette de justifier une baisse de prix. C'est typiquement la négociation de marché et la négociation sur le marché le dimanche, et c'est quelque chose que moi perso je n'aime pas en tant que professionnel de l'automobile parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Moi j'ai une fois une personne qui m'a demandé de faire 500 € de réduction sur une voiture parce que c'était un petit jeune qui l'achetait. Je lui dis, est-ce que vous croisez un petit jeune dans la rue, vous lui donnez 500 balles comme ça? Voilà, ça c'est du marchandage et pas de la négociation. Renseignez-vous sur les coûts de ce qu'il y a à prévoir sur le véhicule. Ce que vous avez identifié, ce que le vendeur vous a dit, parce que ces coûts, il va falloir les rajouter à la valeur que vous avez payé votre véhicule.
C'est-à-dire que si vous achetez une Clio 5000 € avec des travaux à faire d'une valeur de 2000 €, votre voiture, elle vous aura coûté 7000 € en bon état. Est-ce que dans les autres voitures que vous avez identifiées sur votre site d'annonce, vous n'avez pas des voitures qui sont un peu moins chères mais qui n'ont pas ces travaux-là à prévoir? Donc potentiellement, vous pourriez économiser de l'argent. Gardez en tête qu'une négo, c'est négocier un prix sur de l'argent que vous devrez sortir après si ce n'est pas fait aujourd'hui. Et toujours en ramenant ces éléments par rapport à la valeur marché de la voiture. On n'est pas là pour emmerder les personnes à leur demander de baisser leur prix. C'est vraiment penser à vous et votre porte-monnaie par la suite. Quoi qu'il arrive, restez poli, courtois, avancez des éléments factuels et remerciez le vendeur pour son temps. Il prend du temps, il prend de l'essence pour vous. Voilà, vraiment remerciez-le parce que il fait un effort pour vendre sa voiture. C'est normal, il veut la vendre, mais un merci, ça fait toujours plaisir. Et je le répète, si vous êtes pressé, le vendeur ne doit pas le savoir, sinon pour négocier votre prix, ça va être compliqué. Vous vous êtes mis d'accord pour le prix, maintenant il va falloir parler des documents dont vous allez avoir besoin. Il y a différents documents qu'il va falloir que le vendeur puisse vous fournir et que vous allez aussi devoir avoir en poche pour pouvoir repartir avec votre véhicule en toute légalité. La carte grise. La carte grise doit être rayée par le vendeur et vous devez remplir le petit coupon qui vous permet de rouler pendant un mois le temps que votre carte grise se fasse. Vous repartez à l'issue de la vente avec la carte grise découpée en deux et la carte grise rayée avec la mention « Vendu le à telle heure ». Le vendeur doit vous fournir le certificat de cession administrative, aussi appelé certificat de non-gage par le passé, qui prouve que la voiture n'est pas gagée, donc vous n'allez avoir aucun problème à la réimmatriculer. Munissez-vous ou assurez-vous d'avoir les deux certificats de cession, un pour vous, un pour le vendeur, à l'issue de la vente. Le dossier d'entretien numérique ou physique de la voiture qui vous permettra de justifier de son entretien, de savoir où vous en êtes et de le garder en prévision d'une future revente que vous viendrez alimenter avec vos propres factures. Le dernier contrôle technique s'il n'était pas dispo avant. Et si jamais quand vous avez visité la voiture, la personne vous a dit je vais faire le contrôle technique et pour la vente vous aurez le contrôle technique, assurez-vous bien de ne pas avoir de surprise qui n'était pas mentionnée ou que vous n'avez pas vu lors de la visite lors du contrôle technique. Sinon vous renégociez le prix ou vous passez votre chemin. Si le vendeur est honnête, il vous le dira à l'issue d'avoir fait son contrôle technique. Mais restez bien vigilant sur ce point. Si jamais vous achetez une voiture qui a été expertisée, assurez-vous d'avoir le rapport d'expertise qui vous servira pour votre assurance et aussi pour garder une trace de la valeur du véhicule. Enfin, vous avez besoin de votre certificat d'assurance pour pouvoir conduire le véhicule légalement sur la route. C'est une démarche que vous aurez eu à faire avant d'aller chercher le véhicule. Après l'achat, il y a encore d'autres choses à faire. Vous avez acheté votre véhicule, vous êtes content, vous l'avez ramené chez vous, vous avez le droit de rouler légalement avec, mais il y a encore quelques petits éléments. Faites votre carte grise. Combien d'annonces je vois avec une voire deux cartes grises de retard? C'est incompréhensible. Je supporte pas ces annonces-là. Je supporte pas les gens qui font pas leur carte grise. Faites votre carte grise, c'est ce qui vous autorise à rouler légalement et qui vous évitera d'avoir des problèmes derrière. Gardez les coordonnées du vendeur dans votre dossier. On ne sait jamais, vous pourriez en avoir besoin. Alors je vous le souhaite pas, mais pour un vice caché, etc., un gros problème. Mais ne serait-ce que pour avoir une info qui vous manquait ou quelque chose que vous avez détecté, le vendeur, s'il est honnête, ou en tout cas, il pourra toujours vous aider à solutionner quelques problèmes, ou en tout cas répondre à vos questions par la suite. Mais gardez à l'esprit que quand on est vendeur d'un véhicule, à moins qu'on soit professionnel, le dernier truc qu'on a envie, c'est d'être rappelé par l'acheteur. Enfin, continuez l'entretien qui a été commencé. Continuez de sauvegarder les factures. Si vous faites votre entretien vous-même, gardez les factures d'achat des pièces dans le dossier. Alors il y a des gens qui vont diront oui, mais ça justifie pas que les pièces ont été montées. Perso, j'achète pas des pièces auto pour les garder en vitrine. Je les monte sur une voiture, ça coûte suffisamment cher. Donc gardez bien tous ces éléments-là qui vous serviront aussi pour la revente et l'historique de votre voiture. L'achat d'un véhicule, vous avez pu le voir, il y a un avant, un pendant et un après. Si vous souhaitez être accompagné, j'ai une société qui s'appelle Millennium Car Passion dans laquelle je fais du conseil en achat, revente et investissement automobile pour accompagner mes clients justement dans toutes ces démarches qui demandent du temps, de l'investissement et parfois de l'argent. Je vous propose différents types de prestations en fonction de vos besoins et je vous prends l'exemple de mon dernier client qui avait besoin de changer de voiture mais qui ne savait absolument pas quoi acheter, qui avait eu les conseils de la belle-mère, du beau-frère, de l'ami, de tout. Il était complètement perdu et grâce à ma méthode simple, on a pu vraiment restructurer son projet et il a su comment partir et quel véhicule choisir pour répondre au mieux à ses besoins et faire un achat qui va bien. Si mon offre elle vous intéresse, je vous laisse tous les liens dans la description, vous avez mon adresse mail, vous pouvez me contacter et moi je vous répondrai avec plaisir.
c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi vos impressions en commentaire, j'ai certainement oublié des choses, n'hésitez pas à me les rappeler. On pourra en discuter, toujours dans la bienveillance bien sûr. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre le pouce bleu si ça vous a plu. Moi j'étais super content de vous faire cette première vidéo, j'ai hâte de voir vos réactions. Et pourquoi pas d'autres sujets qui vous viendront en tête sur lesquels on pourra discuter et faire ce type de vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!